Les feux de forêt continuent de ravager plusieurs régions d'Europe, mobilisant les pompiers en Belgique, en Allemagne, en France, en Croatie et en Grèce. La vague de chaleur persistante et la sécheresse aggravent les risques d'incendie. En Belgique, l'incendie qui sévit dans la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne a plus que doublé de superficie en l'espace de 24 heures ce week-end, atteignant environ 3000 hectares. Il s'agit désormais du plus vaste feu de forêt jamais enregistré dans le pays. Samedi après-midi, les médias locaux ont rapporté que 600 personnes avaient été invitées à évacuer dans la province belge de Liège. Les autorités ont indiqué que plus de 250 pompiers et autres secouristes avaient été déployés samedi soir. De l'autre côté de la frontière en Allemagne, les secours ont réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre l'incendie qui ravage la forêt de Hürtgen, lequel avait contraint près de 2000 personnes à évacuer les lieux vendredi. Les habitants ont pu regagner leur foyer samedi soir, selon les médias allemands. En Espagne, les pompiers ont continué à lutter contre un gigantesque incendie qui fait rage depuis plus d'une semaine dans la province de Huesca, au nord de l'Aragon. Les flammes menacent également un monastère vieux de près de 1000 ans. La Russie et l'Ukraine ont intensifié leurs frappes au cours de la nuit de samedi à dimanche, faisant 12 morts dans les deux pays, alors que les attaques de drones et de missiles à longue portée se multiplient. En Ukraine, les frappes russes ont fait 5 morts, dont 2 à Kryvyi, 2 autres à Zaporijjia et une à Soumy. Un marché de livres en plein air très fréquenté de Kiev a également été touché, provoquant un important incendie. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie a lancé plus de 1500 drones en direction de l'Ukraine au cours de la semaine écoulée. Dans le même temps, l'Ukraine a lancé des centaines de drones contre la Russie dans le cadre de l'une de ses plus importantes attaques aériennes depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Les autorités russes ont fait état de 5 morts à Rostov, 2 autres à Belgorod et à Moscou, tandis qu'un entrepôt situé à Podolsk a été ravagé par un incendie. L'armée russe a déclaré avoir détruit 822 drones ukrainiens, dont 600 qui se dirigeaient selon certaines sources vers Moscou. 12 personnes ont trouvé la mort et au moins 10 autres ont été grièvement blessées dimanche matin dans l'accident d'un autocar immatriculé en Pologne sur une autoroute à l'est de Budapest. Le car qui reliait la Bosnie-Herzégovine à la Pologne transportait 57 passagers et 2 chauffeurs. Dans des circonstances qui restent à établir, il a quitté la chaussée, terminé sa course dans un fossé et s'est immobilisé sur le flanc. Selon les premières informations, le conducteur se serait endormi au volant. Il a été placé en garde à vue, a annoncé le ministère hongrois de l'Intérieur. Les premiers ministres hongrois et polonais, Péter Magyar et Donald Tusk, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Varsovie va envoyer sur place un avion sanitaire avec des représentants du ministère des Affaires étrangères et des services médicaux à bord. En Indonésie, le bilan continue de s'alourdir après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé l'île de Flores samedi matin peu avant 6 heures, heure locale. Selon les dernières informations, la catastrophe a fait 53 morts. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver des survivants tout en s'efforçant de dégager les routes bloquées par des glissements de terrain et d'atteindre les personnes encore coincées sous les décombres. 3 hélicoptères et un bateau de sauvetage sont mobilisés dans le cadre des opérations d'urgence. Par ailleurs, environ 5000 personnes ont dû être déplacées, tandis que 1300 habitations et autres bâtiments ont été gravement endommagés par le séisme et les secousses qui ont suivi. Le tremblement de terre initial, dont l'épicentre se trouvait à seulement 15 km de profondeur, est le plus meurtrier qu'ait connu le pays depuis 2022. Il a été suivi d'un autre séisme survenu dans une autre région de l'Indonésie, d'une magnitude estimée à 6,9 sur l'échelle de Richter. Selon les services de secours, les survivants ont besoin de produits de première nécessité, notamment des tentes pour s'abriter, de la nourriture, des médicaments, de l'eau potable et des groupes électrogènes. La police britannique a présenté ses excuses après avoir révélé par erreur les adresses e-mail de 143 personnes ayant signalé des abus sexuels commis par Mohamed Al-Fayed. Selon les forces de l'ordre, cette divulgation serait due à une manipulation involontaire, les adresses e-mail ayant été accidentellement exposées dans une lettre d'information mensuelle adressée aux victimes de l'ancien propriétaire du grand magasin londonien Harrods.
La police a indiqué que les personnes concernées avaient été contactées et que l'incident faisait l'objet d'une enquête prioritaire. Elle a également pris l'initiative de signaler l'incident à l'autorité britannique chargée de la protection des données. Des centaines d'allégations d'abus sexuels ont été formulées à l'encontre du défunt milliardaire égyptien, mort en 2023 sans avoir été poursuivi par la justice. La police a indiqué que 6 personnes avaient été interrogées dans le cadre de cette affaire, mais qu'aucune arrestation n'avait été effectuée. Plus de 290 personnes, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, ont été interceptées samedi 15 août par la police marocaine, près de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta, selon des médias locaux. Un responsable marocain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a qualifié cette intervention d'opération de routine visant à empêcher des tentatives de migration irrégulières. Ce migrant soudanais, qui a été intercepté, explique avoir entamé cette démarche car il est à la recherche de nouvelles opportunités. يمشي سبتة إن شاء الله سبتة مشكلة صعبة مكاش كدامة إنايا مكاش كدامة مانغريبي سبتة كايني كدامة بزاف إوروبا مكاش كدامة إنايا أي فكر ناس إنايا هكا مكاش ناس لميزون مكاش فلوس مكاش كدامة مكاش لالجون كل شيء مكاش والله. Mercredi dernier, les autorités marocaines avaient annoncé un nouvel afflux potentiel de migrants vers Ceuta à la suite d'une nouvelle vague de désinformation en ligne, laissant entendre que la frontière serait ouverte. Cette rumeur intervient 2 semaines après une crise migratoire d'une ampleur historique à Ceuta, marquée par la tentative d'entrée massive de plus de 72 000 personnes en seulement 48 heures. 5 ans après leur retour au pouvoir, les talibans ont célébré ce week-end l'anniversaire de leur prise de contrôle de l'Afghanistan. Le 15 août 2021, les combattants talibans entraient dans Kaboul, quelques jours avant l'achèvement du retrait des troupes américaines et de leurs alliés. 5 ans plus tard, leurs partisans sont descendus dans les rues pour célébrer ce qu'ils présentent comme une victoire, tandis que leurs détracteurs dénoncent la multiplication des restrictions imposées à la population. Les femmes et les filles sont les premières victimes de ces politiques. Elles sont largement exclues de la vie publique et font face à de sévères restrictions dans leur vie quotidienne. Leur accès à l'emploi et aux espaces publics est fortement limité, tandis que les filles restent privées d'enseignement secondaire et supérieur. Sur le plan diplomatique, le régime reste largement isolé, même si ses relations avec plusieurs pays se sont progressivement développées. La Russie est devenue en juillet 2025 le premier et le seul État à reconnaître officiellement le gouvernement taliban. L'Union européenne a elle aussi renforcé certains contacts avec les talibans. En juin 2026, une délégation talibane s'est rendue à Bruxelles pour des discussions avec des responsables européens, notamment autour de la question migratoire. La France, quant à elle, continue de conditionner toute évolution de sa position à des progrès concrets en matière de droits humains, de lutte contre le terrorisme et de gouvernance inclusive. L'Espagne a reporté la fermeture prévue de la centrale nucléaire d'Almaraz située en Estrémadure dans le sud-ouest du pays, prolongeant l'exploitation de ces 2 réacteurs jusqu'en 2030. Cette décision, annoncée vendredi par le gouvernement de Pedro Sánchez, garantit pour 3 années supplémentaires les emplois des près de 4000 salariés du site. La nouvelle a été saluée par le collectif citoyen Oui à Almaraz, Oui à l'avenir. Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Almaraz está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Norzana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar hasta los 80 años. L'arrêt du réacteur numéro 1 était initialement prévu pour novembre 2027, conformément au calendrier de sortie progressive du nucléaire adopté par l'Espagne. Mais après la panne d'électricité qui a frappé la péninsule ibérique en avril 2025, la place du nucléaire dans le mix énergétique espagnol est revenue au cœur du débat. Le Conseil de sûreté nucléaire espagnol a confirmé le mois dernier que la centrale remplissait toutes les conditions de sûreté pour fonctionner jusqu'en 2030. Face aux tensions géopolitiques et aux préoccupations liées à la sécurité des approvisionnements, d'autres pays européens réévaluent actuellement la place du nucléaire dans leur stratégie d'indépendance énergétique. On les voit de plus en plus souvent dans les champs alsaciens ces dernières années. Lentilles, pois chiches ou quinoa. Face aux canicules et sécheresses à répétition, un groupe d'agriculteurs d'Ilkirch-Grafenstaden au sud de Strasbourg a décidé de parier sur ces légumineuses, moins gourmandes en eau et en pesticides.
Une initiative qui fait doucement des émules, comme le confirme Cédric Steinley, qui s'est tourné vers ces cultures lors de la pandémie de Covid-19, il y a 6 ans. On a vu qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était vraiment très intéressant pour le consommateur de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques. Du pois chiche par exemple, on n'en a jamais vu. Rapidement, 3 producteurs des environs le rejoignent et ensemble, ils créent leur marque, Graines d'Alsace. Aujourd'hui constitués en petites coopératives, ils produisent plus de 100 tonnes de légumineuses par an, soit le double d'il y a 3 ans. D'autres cultures se sont ajoutées, comme les graines de chia ou les haricots rouges. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Les légumineuses possèdent de nombreux atouts nutritionnels. Elles sont riches en protéines, en fibres et contiennent peu de matières grasses. Côté environnement, elles fixent l'azote atmosphérique dans le sol, ce qui leur vaut d'être qualifiées d'engrais verts et ont besoin de peu d'eau. Mais la sécheresse exceptionnelle de cette année a toutefois nécessité des adaptations. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi, l'objectif, c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière, j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. La coopérative Graines d'Alsace rencontre beaucoup de succès dans toute la région et vend aux restaurants d'entreprises, hôpitaux et en magasins producteurs. Cédric Steinley espère que la consommation de légumineuses va encore se développer. Avec une moyenne de 1,6 kg par an et par personne, celle-ci est encore trop modeste en France pour atteindre les recommandations de santé, selon une récente étude.